Oui, Michel Viault. Moi, j'ai écrit la partie historique du livre Les années Crow. Moi, c'est Pierre Huet. J'ai écrit les meilleures blagues de Crow. Et moi, c'est Jean-Dominique Leduc. Et je me suis occupé de faire les entretiens dans l'ouvrage. Tout d'abord parce que Crow a profondément marqué l'histoire du Québec au niveau de deux pans culturels, soit celui de l'humour et celui de la bande dessinée, mais aussi parce que c'est le témoin d'une époque où le mot rectitude politique n'existait pas, alors qu'aujourd'hui, on vit à une époque où tout le monde s'indigne sur les médias sociaux, où rien ne peut plus déborder et où les gens manquent aussi de discernement. Et c'était important de revenir sur cette histoire-là et de profiter aussi du fait que la grande majorité des artisans de Crow sont encore vivants, bien portants. C'est le cas de Pierre Huet, notamment, dont je profite de l'occasion pour, mais vraiment pour lancer le compliment. Appelez-moi Dorian Gray. Donc, voilà. Puis, donc, c'était ça l'idée. On a été très, très chanceux lors de la rédaction de l'ouvrage parce que la très, très grande majorité des anciens collaborateurs de Crow sont des gens encore très actifs dans différents domaines culturels. Donc, on a pu compter sur leur précieuse collaboration. Il y a des gens qu'on a dû chercher un peu plus, des gens soit aux États-Unis ou soit en Europe, mais tout s'est très, très bien passé et la grande majorité d'entre eux ont été très généreux. Et c'est grâce à eux, en partie, si cet ouvrage-là est intéressant aussi. Et vraiment, on leur est grandement redevable. En fait, on a travaillé en trois parties. Moi, j'ai commencé par éplucher tous les numéros du magazine pour savoir qui a travaillé dans quel numéro et à quel moment. À partir de ça, Jean-Dominique a pu contacter les gens pour faire ses entrevues. Et ensuite, moi, je me suis servi des entrevues pour écrire l'histoire du magazine. J'avais bien sûr, j'avais des sources, j'avais des articles de journaux, j'avais les magazines eux-mêmes, mais aussi j'avais des anecdotes qui venaient de la part des personnes interviewées. Et c'est ce qui a enrichi donc l'histoire du magazine. Mon Dieu, ben oui, je travaillais entre autres choses comme parolier pour Beau Dommage, Offenbach, Guillaume Tremblay. C'est Jacques Urtubis, l'éditeur du magazine, qui avait un bon œil, il faut croire, qui a cru trouver que j'avais de l'humour à travers mes chansons. Donc, me demander de venir écrire pour Crow au tout début. J'étais au numéro 1. Mais au bout de 3 ou 4 numéros, la personne pressentie pour être rédacteur en chef a trouvé une job plus payante. Alors, à défaut, Jacques m'a demandé de faire la job. Et comme je raconte souvent, comme aujourd'hui, je ne connaissais pas le métier de rédacteur en chef. Je venais plutôt, moi, du dessin, de la chanson. Alors, j'ai pris la job et je l'ai faite à ma manière, c'est-à-dire pas du tout comme on doit la faire, en sens où j'avais des auteurs prestigieux qui travaillaient pour moi. Serge Grenier, je dessinais, que j'admirais beaucoup, mais Yves Tachereau, toutes sortes de monde, et je réécrivais leurs textes. J'exagère parce que la grande majorité de ce qu'ils faisaient était bien, mais si, par exemple, il fallait raccourcir un texte, je charcutais moi-même les choses plutôt que par paresse leur demander. Mais ils ne se sont jamais trop pleins, fait que ça devait aller. Oui, je dois avouer que moi, comme rédacteur en chef de Safari, je faisais exactement la même chose. Bon, tu vois, j'ai tracé la voie. Oui. Oui, effectivement, c'est assez ironique, mais Crow a été le phare dans l'humour moderne, dans le magazine d'humour moderne, et c'est sûr que Safari s'en était inspiré à l'époque. Safari s'est inspiré du succès de Crow pour pouvoir finalement être lancé. J'ai de quoi dire. Oui, et Pierre a de quoi dire. À l'époque, j'avais été faire une entrevue à la redoutable émission de la Bande des Six, et Safari venait de commencer, et on m'avait demandé « Qu'est-ce que vous pensez de Safari ?» Et j'avais dit « Bien, écoute, ça a une grande utilité. Si quelqu'un a manqué son Crow, il retrouve les mêmes jokes le mois suivant. » Il faut savoir aussi que les nouveaux propriétaires de Safari, donc Louis Martin et Michel Bouchard, se revendiquent vraiment d'être de très, très grands fans de Crow. Ils ont été de grands lecteurs à l'époque. Et donc, je pense aussi que c'était une façon d'honorer, de souligner ce travail-là, parce que eux, 25 ans plus tard, sont encore à la tête d'un magazine. Et Dieu sait que c'est un univers qui est très, très difficile, le magazine. Hein? Donc, pour ajouter une chose de sérieuse, il faut dire que pendant plusieurs mois, sinon années, il y avait des auteurs et des dessinateurs en commun. Tu sais, les Michel Morin, Stéphane Lapointe, Yvon Landry, Gaboury, travaillaient aux deux endroits. Et jusqu'à temps que, un moment donné, Jacques Urtubis leur demande de choisir. Et ils ont choisi leur ville, ce qui n'était pas une mauvaise idée. Mais il y avait une certaine cohabitation, si je peux dire. Michel Risque, dès le premier numéro, c'était la bande dessinée là, qui m'a marqué et qui a fait que j'ai aimé la revue.
peux évidemment pas répondre à ça. C'est quoi le cliché? Ah, on aime tous ses enfants et tout. Ah, oui. Je pourrais dire les affaires j'aime le moins, mais non. Ah, mais moi, je serais curieux. Je serais curieux. Et ça, c'est une question tellement difficile. Je peux pas répondre pour un seul truc. Alors, au niveau de la bande dessinée, là, je dirais, évidemment, Red Ketchup, Michel Risque, Jérôme Bigras, Sombre Vilain, Toto le Bosniaque. Et sinon, en fait... oui, vas-y. Moi, il y a un truc, c'est pas une question de préférence, mais l'époque voulait ça. C'était aussi l'époque du féminisme au Québec et on associe trop souvent humour à masculinitude. Alors, on avait un réel souci d'avoir des auteurs féminins, des dessinatrices de pas les BD. moindres, hein? Non, tu sais, alors donc, pas que je... Mettons, ce que Il y avait des lectrices féminines. mais c'est aussi. ça, Il y avait beaucoup de filles. lectrices. Alors de ça, je suis fier. De ça parce que, et c'était pas du tokenisme, c'est-à-dire, c'est pas parce que c'était une fille, mais oui, on a pu prouver qu'il y avait des illustratrices, dessinatrices et auteurs qui avaient leur place dans le magazine. Est-ce que c'est dû ça à l'influence d'Hélène Fleury? Peut-être, dû au fait que je sortais avec 3 ou 4 filles de la vie en rose, c'est peut-être ça a contribué. Le magazine féministe du Québec. Pas en même temps. Je pense que je vais prendre le micro. Mon opinion là-dessus, c'est que Charlie et Harakiri ont perduré très longtemps par la formule même du magazine, sans avoir de pub. Alors, Crow était considéré comme trop acéré au Québec. Au maximum, il y avait 10 12 de contenu de publicité par numéro. Si Harakiri a pu survivre tant d'années sans pub, c'est avant tout la qualité des auteurs, bien sûr, mais le bassin de population. Tu sais, je veux dire, parce que le papier était cheap, les auteurs, je le sais, n'étaient pas très bien payés, mais quand tu as un bassin de 40 millions de lecteurs possibles, tu arrives à faire tes frais. Tu sais. Je pense que c'est essentiellement ça qui fait la différence. Et ceci dit, moi, je tiens à dire qu'il faut absolument se rappeler des premières années de Crow, parce que c'était assez mordant. Moi, je reprends toujours le même exemple, c'est-à-dire la couverture du 10e anniversaire de la crise d'octobre, le numéro 13, dans lequel on voit la même voiture dans laquelle a été enlevé Pierre Laporte, et on voit le coffre de la voiture ouvert avec un gâteau d'anniversaire. C'est quand même mordant. Je dis, aujourd'hui, ça sort en kiosque, c'est terminé, là. C'est impensable. Donc, c'est sûr qu'au fil du temps, ça s'est peaufiné. Au fil du temps, peut-être, ça s'est un peu adouci. Les mœurs ont changé un peu. Mais il faut revenir à la base du magazine Crow pour se rendre compte à quel point ils avaient vraiment du mordant. Non, parce que si la chose était possible, Jacques Urtubise l'aurait fait. Parce que Jacques, sans calembour, était un crack de l'humour et de l'informatique. Alors, si la chose eût été faisable, Jacques y serait arrivé. Je pense, en tout cas, je ne demande qu'à avoir tort, mais je pense pas. Je pense pas, malheureusement. C'est évidemment, nul n'est prophète dans son pays. C'est facile de réécrire l'histoire. C'est sûr que on ne peut pas reprocher à Jacques et Hélène d'avoir voulu diversifier, d'avoir fait de la radio, de la télé, d'autres magazines. Et il n'y a jamais eu quelque chose qui a été un vrai succès à part ça. Donc, ça a miné les finances du magazine, évidemment, mais c'était ça ou de l'immobilisme. Oui. Alors, je pense qu'on... Oui, ça effectivement, c'est l'érosion du lectorat à ce moment-là, ni l'exode des auteurs. Ouais. Tout ce que ça fait, c'est que le magazine aurait eu plus de fonds pour pouvoir rouler à perte pendant plus longtemps. Et il faut vraiment leur rendre hommage en ce sens. Ils ont été des précurseurs parce qu'ils ont été, au Québec, au niveau culturel, les tout premiers à aborder la déclinaison, ce qu'on appelle maintenant le multiplateforme. Hein? Ils ont été web bien avant le web 2.0. Et pour moi, je vois pas ça comme un échec financier. C'est très, très personnel comme opinion, même si ça leur a coûté cher. Moi, je pense que ces expérimentations-là ont vraiment été des beaux risques, mais vraiment des beaux risques artistiques et créatifs. Et en ce sens, il faut saluer ça aussi. Fin? Ben, achetez-le. Oui, vraiment. En tout cas, pour tous ceux et celles qui ne se souviennent pas ou qui n'ont pas connu ces années-là, c'est un livre qui retrace le Québec de 79 à 95. Et je pense que ça fait du bien de renouer avec ce que nous étions. Parce qu'en 2013, c'est plate, le Québec. Merci beaucoup. Merci.